Bonjour, dans ce tutoriel nous allons approfondir l'exercice d'explication d'un document au baccalauréat en histoire et en géographie à travers des documents de nature variable en histoire comme en géographie. Il ne s'agit pas ici de proposer des corrigés, nous aurons donc des exercices sans consigne, mais il s'agit de proposer des conseils pour approcher avec une bonne méthode l'explication, l'étude de différents types de documents. Commençons par la carte qui est souvent proposée en géographie mais qui pourrait l'être tout autant en histoire. Alors, comme d'habitude, on se penche tout de suite sur la source du document pour voir un petit peu la validité potentielle de celui-ci. Agrandissons un petit peu. Et nous avons ici une source qui semble a priori difficile à lire. Ici, EIA-DOE, mais nous avons une extension en .gov, government, qui signifie donc qu'il s'agit probablement d'une ressource officielle, donc a priori assez fiable. Cela pourra être mentionné dans l'explication. Ensuite, il ne s'agit pas de se jeter sur la carte à proprement parler, mais de bien identifier quelles sont les informations qui sont proposées dans la légende. Ici, elles sont au nombre de 3, et il va falloir bien les comprendre. La première de ces informations, c'est le volume des émissions de CO2, exprimé ici par un cercle dont la surface est proportionnelle à l'émission de combustible, d'énergie fossile. La deuxième information, ici, les évolutions des émissions de CO2 depuis le protocole de Kyoto. Donc nous avons dans le cercle précédent un dégradé ici violet qui indique potentiellement quels ont été les efforts des États, s'ils ont été de bons élèves depuis la décennie de prise de conscience de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, nous avons les émissions de CO2 par habitant. Donc là, il s'agit d'un dégradé plus classique en rouge qui figure dans les limites de l'État. Avoir mis ces informations en évidence est très important pour la suite des événements. Prenons en effet des cas un petit peu extrêmes. Ici, les États-Unis d'Amérique. Nous avons un État où l'on peut lire qu'il y a une très forte production de CO2 à travers la superficie du cercle, qu'il y a également, comme on le voit par la couleur rouge foncé, une très forte pollution par habitant. En revanche, la couleur ici atténuée nous indique que les émissions depuis les années 90 n'ont pas augmenté de manière substantielle. Alors comparons ensuite avec la Chine ici. Eh bien, les deux cercles sont presque similaires. La Chine donc produit presque autant de CO2 que les États-Unis. Toutefois, la couleur beige indique qu'il y a moins de production de CO2 par habitant. Donc ici, cela nous permet d'introduire les débats qui ont lieu à l'échelle internationale sur la responsabilité de la pollution mondiale et la nécessité de discuter des critères à prendre pour savoir qui doit faire des efforts, qui doit réduire. Enfin, nous avons de manière un peu plus poussée, la possibilité de ici proposer une lecture du monde. On voit toujours ici quelque chose qui rappelle un peu la fracture nord-sud, un concept un petit peu ancien, mais qu'on peut ici réemployer pour servir de lecture du monde, en montrant que il y a différentes manières de classer les États, ceux qui sont pollueurs, ceux qui font des efforts, et puis ceux qui ici apparaissent comme de bons élèves, mais tout simplement qui sont en fait des États en situation de sous-développement. Donc on le voit ici, revenons à la méthodologie, l'important est, encore une fois, comme on l'a vu pour le texte, de travailler véritablement sur le document avec des crayons de différentes couleurs, d'analyser les choses les unes après les autres, la source, la légende, les informations, et de confronter, bien sûr, avec toutes les connaissances que l'on doit avoir. L'étude d'un graphique, à présent, est aussi un grand classique de l'explication d'un document. Nous avons ici la production énergétique en Chine. Une source fiable, une source statistique, une source sérieuse qu'on ne va pas remettre en cause ici. Alors, l'important c'est d'étudier ici les données qui sont proposées, comme toujours. Nous avons un premier axe qui est l'axe ici du temps et nous avons des années 80 à 2008 une série de statistiques.
On peut commencer par présenter cette tranche temporelle, donc sur une trentaine d'années, c'est-à-dire une génération, depuis finalement l'ouverture de la Chine et donc son développement. Donc ici, tout de suite, comme d'habitude, on écrit des informations importantes qui vont venir compléter les informations fournies par le document lui-même pour montrer que on est à même ici de confronter des choses, à savoir information et connaissance. Et ici, eh bien, nous sommes vraiment au début du XXIe siècle, quand la Chine est parfaitement rentrée dans le cadre de la mondialisation. Donc, déjà, l'étude de la frise chronologique, de la fourchette temporelle, va nous permettre d'apporter ici de la substance à notre texte. Ensuite, nous avons ici l'échelle de production d'énergie en millions de tonnes équivalent charbon, ce qui permet de comparer les différentes sources d'énergie. Alors on le voit ici, eh bien, le charbon, le pétrole, le gaz, l'hydroélectricité, le nucléaire. Donc différentes sources d'énergie qui sont, pour chacune d'entre elles, source de débat. Alors comment aborder les choses? Eh bien, plusieurs manières pour un graphique. Tout d'abord, on peut comparer les données brutes entre 1980. Nous étions à peu près 700 millions de tonnes équivalent charbon, et nous sommes en 2009, eh bien, nous avons ici une échelle logarithmique, à plus de 2650, peut-être 2700. Donc, plutôt que de rappeler tous ces chiffres, eh bien, il est toujours intéressant de montrer qu'il peut y avoir des rapports. Donc finalement, de 700 à 2700, nous avons, on arrondit grosso modo, une multiplication par 4 de la production d'énergie en Chine. C'est une première remarque tout à fait intéressante que l'on pourra rattacher au développement de la Chine, à son industrialisation, bien évidemment. Donc voilà comment je travaille sur de l'information sans faire de la paraphrase. Je crée quelque chose d'intéressant et je relie ici à une information externe, l'industrialisation, qui est bien sûr fruit de la mondialisation. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir comparer à l'intérieur ici des différents bâtons et par exemple, alors je peux changer de couleur, petit rappel pour mettre toutes choses en valeur, je vois ici l'arrivée du nucléaire à partir du début du XXIe siècle, signe évidemment de la modernisation de la Chine, mais aussi d'une diversification de ses ressources pour faire face à la croissance. Voilà, c'est la croissance industrielle, économique, la croissance des villes aussi, qui rend la production d'énergie de plus en plus importante, donc il faut chercher de nouvelles sources d'énergie. Alors, ensuite, autre remarque que l'on peut faire, eh bien, on peut voir que, concentré aussi sur le dernier bâton, les années 2008, que la production de charbon reste très importante, nous sommes à 1500, c'est-à-dire que le charbon représente encore à peu près plus de 50% de la production. Donc le charbon est très très loin d'être une énergie abandonnée. Ce qui est par contre très intéressant, c'est l'explosion ici de la production en hydroélectricité, montrant les efforts faits par la Chine pour produire cette énergie. Alors s'agit-il d'une énergie propre puisque renouvelable? Il faut faire attention puisque c'est le fruit de travaux gigantesques comme le fameux barrage des Trois Gorges qui ne sont pas sans conséquences sociales et écologiques. Voilà, donc on retiendra donc pour l'étude d'un graphique qu'il faut impérativement étudier les données, comme toujours, la source, et qu'il faut ensuite travailler et mettre en valeur des proportions en évitant de rappeler les chiffres bruts qui ne sont pas très intéressants, mais comme on l'a vu ici, eh bien, par exemple avec le x4 ou les 50% de charbon, montrer que l'on sait pointer les informations les plus importantes, les plus significatives. Voilà, il ne s'agit pas de faire ça pour toutes les données, mais d'essayer de repérer celles qui sont les plus intéressantes et ensuite de les expliquer. Le tableau statistique est aussi un grand classique de l'étude de documents en histoire comme en géographie. Comme toujours, la source, très importante, Jacques Marseille, historien économiste, l'Empire colonial, le capitalisme français, édition du Seuil, donc un ouvrage de référence, un ouvrage sérieux, avec ici des chiffres et il faut tout de suite bien analyser
comme pour la carte, comme pour le graphique, les informations qui sont proposées. Dans un tableau, on va avoir en général deux entrées. Donc nous avons dans un premier temps la première colonne, et qui nous parle de la part des importations, mais aussi la part des exportations de la France dans son empire colonial, avec un certain nombre de produits, donc par importation, ce que la France fait venir, du caoutchouc, du cacao, du café, bref, plutôt des matières premières. Voilà déjà une première indication que l'on pourra souligner dans le texte. Les exportations, automobiles, machines, tissus, nous avons ici, bien sûr, des produits manufacturés, essentiellement. Donc, nous retrouvons ici, tout simplement, l'un des principes de la colonisation, c'est-à-dire importation de matières premières, exportation de produits manufacturés, avec un système qui est bien sûr très avantageux. La deuxième information est l'information qui est fournie sur la première ligne et qui concerne ici une évolution temporelle. Lorsque l'on a une telle évolution, il faut regarder deux choses. D'abord, la fourchette étudiée. Donc nous avons ici environ 50 ans. On part de quoi? De 1890, c'est-à-dire que nous sommes déjà très largement à la fin de la première période industrielle, déjà dans la deuxième, ce qu'on a parfois appelé la deuxième révolution industrielle, mais nous sommes aussi, et c'est pour ça qu'on donne cette date finalement, les dates ne sont jamais données au hasard, dans une période de grande dépression économique. Ensuite, on étudie la dernière date, 1938, nous sommes tout simplement à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On étudie ensuite les dates, ou la date en l'occurrence ici intermédiaire, qui est donnée parce qu'elle a son intérêt. Évidemment, 1929, ça va être le début de la grande crise mondiale, qui certes touche la France sur son territoire un petit peu après, dans les années 1930-1931, mais qui a déjà une incidence sur le commerce mondial en 1929. On le voit, donc on procède avec méthode, comme toujours, analyse de la source. Deuxièmement, analyse de l'information qui est proposée. Il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps pour bien regarder les choses, de manière ensuite de ne pas produire de contresens. Enfin, troisième étape, on se penche sur l'information elle-même, les données. Alors comme pour le graphique vu précédemment, il ne s'agit pas de reprendre tous les éléments, de ne pas reprendre tous les chiffres, mais d'essayer de relever ceux qui sont les plus pertinents, en essayant d'établir des rapports, puisque nous avons ici une évolution temporelle. Et ensuite, on passera à la phase explicative. Premier exemple, les machines mécaniques ici. Je commence avec ici un pourcentage de 8,1 pour terminer à 41. Le rapport est simple, x 5. Autre exemple que je peux prendre dans la première série de données sur les importations, le café, très significatif, je suis à 0,4, je passe à 42 x 100. Inutile de faire ça pour tous. Je prends les rapports qui sont les plus faciles à calculer, qui sont approximatifs, et je dirais dans mon texte à peu près, un peu plus, un peu moins, peu importe. Ici, l'idée, c'est de montrer la force des choses. Donc, une première idée tout de suite qui apparaît, c'est que entre 1890, moment de la fin de la période de colonisation à proprement parler, et la veille de la Seconde Guerre mondiale, la France, économiquement parlant, pour son commerce extérieur, s'est complètement repliée sur son empire. Voilà, donc je l'indique tout de suite pour ne pas l'oublier, repli sur l'empire, fruit de la crise, fruit des tensions internationales, peut-être. Et puis, pour un certain nombre de données, je vais ensuite montrer par exemple le rôle joué par la crise de 1929, c'est-à-dire qu'on a là très nettement une accélération à ce moment-là de ce repli qui est déjà annoncé. Accélération. Donc, voilà. J'ai ensuite suffisamment d'informations pour pouvoir bien expliquer mon document, j'ai analysé l'information, je l'ai relevé et je suis capable d'apporter des éléments extérieurs pour l'expliquer et le mettre en valeur. La caricature à présent. Là encore, nous avons un grand classique de l'étude de documents. Un document avec lequel il faut prendre beaucoup de précautions puisqu'il est par nature excessif et très souvent engagé. Nous disposons d'informations relatives à la source. Le titre, on le voit ici, c'est en italique.
La nature, dessin, on l'avait deviné, et puis l'auteur et la date, mais qui ne nous apporte pas ici d'informations extrêmement importantes. On aura bien évidemment tout de suite le réflexe d'écrire caricature si cela n'est pas déjà fait dans la consigne, pour ne pas oublier de citer ce mot dans le texte. Donc là, comme toujours, eh bien, on travaille graphiquement sur le document pour voir un petit peu comment il est construit, ne pas rater d'informations, ne pas produire de contresens. Ici, nous avons un dessin en 3 parties, nous avons un personnage, ici, nous avons là un épi de maïs et une automobile dévoreuse. Et évidemment, dans la caricature, tout est souvent symbolique. Ici, représenté par un personnage africain, nous avons, pensez bien sûr à l'Afrique, mais en termes de symboles, eh bien, les pays pauvres souffrant de malnutrition, par exemple, de manière caricaturale. Ici, l'objet du désir, le maïs, c'est-à-dire de l'alimentation dont ne disposent pas ici les pays qu'on appelle souvent les pays les moins avancés. Et puis le troisième élément, on peut numéroter pour ne pas se tromper, c'est une automobile. Alors classiquement, on oppose des personnages un petit peu décharnés et affamés à d'autres qui sont beaucoup plus opulents, comme on le voit souvent dans les caricatures de Plantu, mais ici c'est une automobile dévoreuse. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que cette automobile dévore du maïs pour assurer sa combustion. On parlera donc ici d'une tension très importante entre le maïs, la nourriture, qui est convoitée à la fois par les populations, mais aussi par l'industrie automobile. On parlera donc naturellement des agrocarburants. On a donc ici toute la problématique du dessin qui est comprise, c'est-à-dire comment assurer la production pour nourrir la population, nourrir les hommes, problématique de seconde. Comment nourrir une population qui croît, 7 milliards aujourd'hui, mais 9 milliards à l'horizon 2050, avec des besoins qui ne sont pas assurés. Et d'un autre côté, eh bien, comment assurer un développement économique, celui de l'industrie automobile, qui est aussi présenté comme un développement environnemental, puisque les agrocarburants n'utilisent pas de pétrole et donc sont censés être moins polluants. Il est ensuite très simple de poursuivre sur des éléments de cours, le développement durable par exemple, puisque nous avons ici les 3 piliers qui sont évoqués, la société, l'économie, l'environnement, mais on voit, en tout cas d'après cette caricature, qu'ils sont ici inconciliables. Alors on aura soin, surtout en série ES et L, mais c'est apprécié aussi en S, d'avoir un petit esprit critique, en montrant que la caricature est par définition un petit peu excessive, que le problème de la malnutrition n'est pas qu'un problème de pays pauvres. Mais voici globalement comment on aborde une caricature, et on le voit en noircissant de manière importante le document qui est fourni, en travaillant dessus. Un mot sur ce type de document, une infographie, document produit par ordinateur, qu'il faut aussi analyser. Nous avons le titre, projet de rénovation d'un quartier, et une source. Alors là, l'étude de la source est fondamentale, puisque cette infographie vient directement d'un service de la commune de Vaux-en-Velin. Nous sommes donc ici dans une optique de communication à destination des citoyens, à destination des habitants. Donc ça, on peut considérer que c'est un point positif, mais on mettra tout de suite en garde sur le recul à avoir et critique, puisque il ne s'agit pas ici d'un document d'analyse, donc c'est à nous de la produire. Alors, comment analyser les choses? Eh bien, on va d'abord voir un petit peu les différents éléments. On analyse toujours l'information, tout ce qui est proposé ici sur les chemins, le groupe scolaire, les arbres, etc., en montrant qu'ils répondent à des problématiques d'aménagement urbain relativement modernes et intéressants, qu'on relie à la leçon, en montrant que voilà, on est là pour à la fois travailler sur l'urbanisme,
sur la qualité de vie, sur l'environnement, etc. On ira un petit peu plus loin en travaillant à partir de la source sur les acteurs, c'est-à-dire qui décide, qui fait quoi, les acteurs institutionnels, à savoir la commune, mais aussi les acteurs qui vivent cela, les citoyens. Comment ensuite avoir un apport un petit peu critique? Eh bien en montrant les limites de la nature même du document. Ici nous avons des espaces qui sont relativement vides, on ne sait pas ce qui s'y trouve, l'ensemble semble flotter un petit peu dans un nulle part, on ne voit pas très bien à quoi il est relié, donc ici, relever tous les indices qui permettent de prendre du recul et de montrer que le document, s'il est intéressant, est loin d'être parfait et devrait être complété parce qu'on manque de recul. Et donc là, on peut préciser par exemple qu'un document à une autre échelle serait tout à fait bienvenu. Voilà, pour mieux l'inscrire dans un espace plus large. Terminons avec ce qui est souvent un document d'histoire, la une d'un journal. Comme d'habitude, la source, le Figaro, ici. Alors il faut bien sûr connaître quelques journaux français notamment, pour avoir une petite idée de leur orientation politique. Alors ici, le Figaro est classiquement classé à droite. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on aura tout intérêt à dater le document, les dates sont là, sur une de journal ça figure toujours, ce qui va nous permettre de travailler déjà le contexte en histoire. C'est quelque chose de tout à fait important, toujours se demander dans quel contexte sommes-nous ici en 1959. Donc De Gaulle, il est ici, est au pouvoir, son nom est mentionné, tout de suite on note, ça peut servir, on ne sait jamais, qu'il est arrivé en 1958 à la faveur de la crise du 13 mai et avec pour mission finalement de sauver la République et de gérer la crise algérienne. Alors ça c'est important puisque évidemment cette une ici est en ligne directe avec la deuxième mission, la gestion de la crise algérienne. Attention à ne pas faire d'erreur, il va de soi ici que ce qui est important c'est cette partie du journal. Le reste peut très bien servir de complément. Nous avons ici une allusion à Khrouchtchev qui dirige donc l'URSS à ce moment-là, ce qui nous fait penser que nous sommes dans un contexte de guerre froide. C'est important. Cela va peut-être peser sur les décisions prises par le général de Gaulle pour résoudre plus vite la crise de manière à se concentrer sur des problèmes internationaux. Nous avons ici en quelque sorte fait un changement d'échelle. Ensuite, nous passons à l'information à traiter, hein, donc petit rappel, voilà, analyse de la source, analyse du contexte, ensuite l'analyse de la présentation de l'information, et enfin, quatrième étape, l'information elle-même. Eh bien, il s'agit ici d'une manchette, hein, donc les Algériens décideront de leur sort, tout de suite, on a sa leçon bien en tête, il s'agit de la proposition de l'autodétermination proposée par De Gaulle pour résoudre la crise avec les trois propositions. Voilà. Donc évidemment, ici, hein, le contexte est très important, la crise, la guerre d'Algérie, et puis ensuite, naturellement, on aura un petit mot sur les conséquences, quel a été le résultat de ce référendum pour l'Algérie comme pour la France. Donc voilà, on applique toujours les mêmes méthodes, analyse du document, analyse de sa source, analyse du contexte, quelle information est proposée, on relève ensuite ce qui est important, on confronte aux connaissances pour produire un texte intéressant qui montre qu'on a bien compris le document et ses enjeux.